Salut Marie-Pierre, bienvenue sur la ligne diagonale. Hey, salut Annie, merci de l'invitation. Es-tu en forme pour ma question random? Hey, c'est vrai, je l'attends là depuis. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle va me poser comme question. J'ai très hâte. C'est Vas-y, ça, je t'écoute. hein? Ouais. Alors, je voudrais savoir, vu que tu racontes des histoires, je vais te présenter tout de suite après, mais est-ce que tu connais un fun fact intéressant? Ça peut être n'importe quoi, là, quelque chose d'inutile ou tout ça. Est-ce que tu connais un fun fact intéressant? Tough, hein? Mon Dieu, quelle question! Si je m'attendais pas à cette question-là. Ok, un fun fact. Ok. Mais non, mais ça Euh... se peut que t'en aies pas qui te viennent à l'esprit rapide de même, là. Je peux te dire le mien en attendant. Vas-y donc, Moi, ouais, que ça j'ai découvert m'inspire. ça ce matin. Je sais pas comment je suis tombée, je me suis perdue dans l'Internet. Savais-tu que les bananes sont radioactives? Ouais. C'est mon fun fact. Je te dis, mais tu peux, mais c'est impossible que tu manges trop de bananes puis que, tu sais, ça nuise à ton corps, là. Tu sais, je veux dire que, ben, si tu manges trop de bananes, tu vas peut-être avoir d'autres problèmes, là, gastriques, mais ça Ça sera pas de la pourrait, oui. radioactivité. Mais les bananes, oui, sont radioactives. Voilà, à cause du potassium. Alors, c'était mon fun fact. Ah, Vous j'ai pourrez tellement raconter rien ça qui dans vos soupers accote. de Noël, J'ai ça fait tellement rien qui plaisir. accote ça. Tu sais quoi? J'ai de quoi qui me vient en tête, puis ça a pas rapport, mais autant pas rapport que les bananes que tu viens de raconter. En fait, mon fils a commencé des cours de taekwondo. Et fun fact, moi, je ne savais pas que, tu sais, là, les fameux OK? bouts de bois dans lesquels on frappe, là, puis que ça casse en deux, mettons, là, je pensais vraiment que c'était un morceau de bois qui coupait en deux pour vrai, là, tu sais, une planche. Mais ce sont deux morceaux qui vont comme Ouais. joindre ensemble. Écoute, même mon fils a fait « Ah, maman! » Tu sais, il pensait qu'il était très fort. Il l'est, du haut de ses 8 ans. Mais fun fact, tout est arrangé avec le gars de cette histoire-là. Savais-tu ça? Tu savais-tu que c'était Quoi? vraiment pas Non, je savais pas Oui, ça. c'était comme deux Non. planches comme mis ensemble pour que quand tu frappes dans le centre, exactement sur la ligne, c'est normal que ça se défait. Et en entraînement, ils vont toujours utiliser ces C'est mêmes ça. planches-là. C'est jamais des nouvelles. En tout cas, bref, j'ai appris ça. J'écoute, je suis Mais en nouvellement... même temps, honnêtement, ça fait quand même plus de sens parce que, tu sais, moi, je pensais tout le temps, tu sais, le côté de la main, comme ça fait aïe, là, tu sais, ça fait mal, là. Tu sais, ben, ça taper sur doit une faire mal. planche, Mais là, je te ça doit dirais pas être que agréable. là, c'est avec les pieds qu'ils l'ont fait. Fait que, tu sais, ça se gère mieux. Tu sais, à 8 ans, mettons, c'est avec les pieds. Mais je sais pas OK. là, si au prochain cours, ça va être avec la main. Bref, c'est tout ce que j'ai. Non, mais ça égale pas ton, Hey! ton fun fact de Non, banane mais radioactive. voici, non, mais deux faits intéressants, tu sais, là, vous allez être obligé de jaser avec des gens que vous voyez pas souvent à Noël, là, ben voilà, brise-glace, on vous donne ça gratuitement, utilisez ça, le taekwondo, les bananes, ça fait du Let's temps qu'un go! party des fêtes, allez-y. Ben Marie-Pierre, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, nous, on s'est rencontrés dans Team Cornichon, puis on se suivait sur les réseaux sociaux. Team Cornichon, qui est un accompagnement, je veux pas faire un pitch de vente, mais c'est un accompagnement au lancement, puis on a travaillé ensemble pour un de tes produits. Puis, ben, c'est ça, on te connaît aussi sous le nom de La Voisine et tu es spécialiste du storytelling et ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs et entrepreneuses à créer des liens émotionnels avec leur audience. Puis là, je trouvais, tu sais, j'en écris beaucoup des mini-bios. Puis là, je trouvais que la tienne était courte, mais en même temps, je trouvais que j'avais fait le tour, tu sais, le résumé quand même de ta présentation, mais Ouais. t'ajouterais-tu quelque chose? Écoute, j'aime ça quand c'est clair, tu sais. Alors, merci pour cette mini-bio-là incroyable. L'esprit de Qui est mini, synthèse, mini, j'adore ça. très mini. Mais tu sais, j'ajouterais simplement que souvent, quand on me demande de me présenter, je dis que je suis une chercheuse d'art. Je suis une chercheuse d'art, mais une chercheuse Hmm. de pépites d'art dans les parcours d'entrepreneurs, dans l'histoire, dans le passé des entrepreneurs, à la recherche, c'est ça, de ces éléments-là, de ces pépites-là à extraire pour générer du sens, hein, pour expliquer aujourd'hui. Donc, je suis vraiment... écoute, quand j'étais Ouais. jeune, je rêvais de devenir archéologue. Tu vois, je me suis recyclée dans quelque chose Oh, ben, similaire, mais mais bref, en c'est même ça. temps, je vois le lien, tu sais, raconter des histoires, chercher, tu sais, oui, oui, je vois quand même le lien, là. Ouais, il y a des liens à faire, Puis, donc voilà. ouais, mais pour les gens, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment exploité dans ma rédaction, je dois dire. Je pense que d'une certaine façon, des fois, je le fais instinctivement, mais tu sais, je me sentirais très imposteur de me positionner comme expert du storytelling, là. Tu sais, je veux faire du SEO, je veux faire de la persuasion, mais le storytelling, c'est pas quelque chose que j'aborde tant que ça. Est-ce que ça veut juste dire de raconter des histoires, dans le fond, pour ceux aussi qui connaissent pas tant que ça ce que ça veut dire, le storytelling?
D'emblée, là, Annie, j'ai envie de dire, avant de répondre à ta question, qu'effectivement, je pense que t'incarnes beaucoup tes valeurs, t'incarnes beaucoup ton combat. D'ailleurs, on va en jaser sur mon podcast de ça Oui, l'année c'est ça, je prochaine. t'ai aussi sur Oui, ton madame. podcast. Moi, je trouve que t'es une personne qui incarne énormément beaucoup de pépites qui sont essentielles à un bon storytelling, je pense, sans le savoir, sans que t'en sois peut-être consciente. Tu le fais de façon C'est ça, naturelle. c'est On va en instinctif parce rejaser. Fait que je voulais que... juste mentionner ça. Ouais, fait que c'est ça. Bon, première des choses, fait que on se garde ce sujet-là pour mon podcast en janvier prochain. Ça s'en vient vite. Mais pour répondre à ta question, est-ce que le storytelling, c'est juste comme de raconter des histoires? En fait, j'ai envie de te dire que le raconter l'histoire, c'est la dernière étape, c'est-à-dire c'est le résultat d'un processus. Parce que le storytelling, c'est pas juste de documenter son quotidien, raconter tout ce qui se passe dans nos vies, hein? Donc, il y en a on entend souvent des gens dire « Moi, je fais du storytelling, je documente ce qui arrive au jour le jour, tu sais. » Oui, mais encore, le storytelling, ça demande un processus, tu sais, ça demande vraiment une introspection pour aller chercher ces fameuses pépites-là dont je te parlais là, 2 secondes. Donc, c'est-à-dire que il faut aller à la pêche de nos valeurs, de notre fameux why, le pourquoi on fait ce qu'on fait, de nos croyances, de notre combat. C'est contre quoi on lutte? C'est quoi notre quête? Quel est notre combat? Qu'est-ce qu'on défend? Ouais, la notion de quête, c'est ça. Après, ouais. Oui, puis ça, c'est ça que je trouve que tu incarnes merveilleusement bien, d'ailleurs, entre autres. Donc, tu sais, c'est pas des questions, puis là, c'est quelques questions parmi de nombreuses autres questions, là, tu l'auras compris. Annie, tu sais, c'est pas des questions qui se répondent en claquant des doigts, là. Tu sais, souvent, ça demande une recherche, ça demande une introspection, on va toujours trouver ces réponses-là. Je dis « on » parce que, je fais de l'accompagnement auprès des solopreneurs, des entrepreneurs pour aller identifier ces pépites-là, justement, et les relier toutes entre elles, pour faire un récit fondateur. Donc, oui, le storytelling, on se dit souvent, oui, c'est l'art de raconter des histoires, on entend souvent ça, mais pour être en mesure de le faire, là, de la bonne façon, de la bonne manière, pour que ça génère suffisamment de sens, d'abord pour soi et ensuite pour les autres, il faut avant tout qu'on ait fait ce travail d'introspection-là. Il faut avant tout qu'on s'introspecte. Hey, ça se dit-tu? Je pense que oui. Donc, c'est ça. Il y a vraiment un processus... Oui, c'est ça. Fait que c'est pas juste de raconter tout et n'importe quoi en se posant aucune question. Vous pouvez le faire, là. Mais c'est juste que ça va avoir un moins gros impact. Ça va générer moins de sens pour vous aussi, puis pour les autres. Ça sera pas stratégique, puis surtout, ça va assurément avoir moins de profondeur au niveau émotionnel aussi. Ouais. Il y a cette question d'émotion-là dans le storytelling qui est importante à aborder. Tu sais, moi, souvent, quand on me demande de définir le storytelling, je dis souvent c'est l'art de faire passer les faits du côté des émotions, tu sais. C'est d'éviter d'être ce lecteur de bulletin de nouvelles-là, tu sais, très neutre, qui va émettre des faits, tu sais. C'est de passer du journaliste qui doit suivre la ligne, tu sais, de neutralité à l'émotion pure qu'on veut faire dégager d'un contenu, de son récit. Donc oui, raconter des histoires, mais pour en arriver là, il faut quand même comprendre que pour en arriver là, pour avoir un impact, l'impact souhaité là, sur nous-mêmes et sur notre audience, parce que c'est pas juste sur l'audience qu'on a un impact là, en faisant le processus sur nous-mêmes aussi beaucoup. Donc, il faut le faire. Donc, voilà. C'est toute une expérience, je te dirais, Annie. C'est ça, c'est que dans le fond, l'histoire, c'est le résultat de tout le processus qui a été fait d'introspection, de recherche de pépites, hein, comme tu le dis, puis on en vient à raconter une histoire à la fin, mais c'est pas juste, comme tu dis, tu peux raconter une histoire sans que ça soit nécessairement du storytelling, là, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais tu sais, tu peux dire ce que t'as mangé pour déjeuner, mais il y aura pas justement ça va pas jouer dans les émotions, tu sais, il y aura pas l'espèce de stratégie avec ça. Puis, j'ai envie de... Tu me permets, Annie, juste de faire un petit pouce, parce que tu abordes quelque chose de super important, puis que souvent les entrepreneurs mêlent ou confondent, justement, dans ce que tu viens de dire. Tu peux raconter ce que tu as mangé pour souper, tu sais, puis ça sera peut-être pas nécessairement super aligné. Quand on fait ce travail d'introspection-là, qu'on va chercher toutes ces pépites-là, c'est ce que j'appelle faire du macro-storytelling. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller créer ce que j'appelle un récit fondateur, puis moi, je vulgarise ça là, de cette façon-là. Là, j'utilise souvent la métaphore
de la maison, de la fondation d'une maison. Tu sais, quand on se construit, là, ça prend la fondation en premier qui va soutenir tout le reste. Si t'as pas de fondation, ben le reste tiendra pas, littéralement. Donc, ton macro storytelling, c'est ta fondation. Toute cette recherche, toute cette introspection-là que tu fais pour aller chercher, je le répète, les valeurs, le why, les leçons apprises, tes croyances, ton combat, tes adjuvants, ça c'est tes alliés, ton épiphanie, ton déclic, ton bouleversement, la transformation, la contribution, l'impact, bref, OK, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Quand tu fais tout ce travail de base-là, tu construis ta fondation de maison. Ensuite de ça, quand ta fondation est solide, quand tu as tout relié les pépites ensemble, que tu as un récit fondateur fort, solide, qui génère du sens d'abord pour toi, tu peux ensuite la raconter pour générer du sens chez les autres, pour partager ta vision du monde. Et c'est là que toutes les petites anecdotes du quotidien, là, par exemple, que tu as envie de raconter, là, ben, quand tu as ton récit fondateur, tu es en mesure de faire le tri dans ces anecdotes-là du quotidien. C'est-à-dire que tu vas te dire, ouais, qu'est-ce que j'ai mangé pour souper? Est-ce que je peux le rattacher? Est-ce que je peux l'appuyer sur mon récit fondateur? C'est comme la déco de ta maison. Tu vois que moi, je suis là-dedans, là. T'es là-dedans, d'ailleurs, j'aime, moi, cette métaphore-là te parle particulièrement. Donc, c'est comme si quand t'arrives pour accrocher ton cadre sur ton mur, ben si ton mur, il tient sur rien, ça tiendra pas, il faut une base solide. Alors, il faut toujours que tu te poses la question, pour faire le tri, ça fait-tu du sens ce que je veux partager avec mon récit fondateur? Est-ce que ça a un lien avec mes valeurs? Est-ce que ça a moindrement un lien avec le combat que je mène? Avec peut-être un adjuvant, un bouleversement que j'ai eu, mes valeurs? Donc, ça comprend beaucoup de choses, un récit fondateur. Puis quand on peut le relier, c'est là que la puissance, l'impact est grand. Donc, voilà, c'était la petite nuance que je voulais faire entre le macro et le micro. Ben, donc, le macro, c'est la fondation, le micro, c'est la déco. C'est ça. C'est ça. Mais ça me fait penser au segway, tu sais, une technique d'écriture, justement, c'est que tu vas partir d'un sujet qui a l'air d'avoir absolument aucun rapport avec où tu t'en vas. Puis que finalement, tu les connectes, justement, puis là, ça fait sens, puis justement, les gens se rappellent souvent des histoires, fait que ça va être des meilleures façons, tu sais, de faire passer des messages. Mais là, la peur, tu sais, que les gens ont, puis je peux comprendre, parce que je pense qu'à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai une partie de moi qui a aussi cette peur-là. C'est comment on fait pour raconter des histoires, justement, mais sans avoir l'air de personnes qui sont comme centrées sur eux-mêmes et qui font juste parler d'eux autres, tu sais. T'as-tu des astuces? Plus grand... Puis j'aime ça, Annie, que tu... J'aime ça que tu poses cette question-là parce que c'est le plus grand paradoxe du storytelling. Donc, je t'explique ça. En fait, le storytelling, c'est pas à propos de soi. C'est fou, là, dit comme ça, parce que c'est comme, ben voyons, c'est pas à propos de soi. Bien sûr que oui, c'est mon histoire, c'est mon récit unique que je partage, que je raconte. Oui, on va d'abord aller puiser dans ton passé, dans ton présent, pour raconter ton histoire, mais c'est à propos de l'autre. Faut tellement pas l'oublier, ça, cet aspect-là. C'est-à-dire... à propos de l'autre, c'est-à-dire de l'audience de l'autre, de qui je veux toucher, tu sais. C'est pas à propos de soi, c'est à propos de l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que, oui, on va parler de soi, mais dans le but d'aller connecter avec les autres, dans le but de partager, que ce soit des valeurs, des émotions universelles, même si ces personnes-là n'ont pas nécessairement vécu exactement la même chose que nous. Il n'y a pas personne qui a vécu exactement pareil, la même chose. Je veux dire, on est tous uniques. On a tous toutes sortes de choses qui viennent jouer là, dans nos expériences, mais les émotions, elles sont toujours universelles. C'est-à-dire qu'on s'est tous déjà sentis comme ça une fois dans notre vie, peut-être. Donc, les émotions, c'est là qu'on va aller jouer. On va aller jouer la carte des émotions, si on veut. Là, je dis jouer, pas comme si c'était un jeu, mais dans le sens où c'est comme ça qu'on connecte émotionnellement avec notre audience. C'est pas de la manipulation, là. Tu sais, c'est de trouver des points communs. C'est quelque chose qui a été dit dans l'épisode avec Vicky sur le réseautage, qui disait comment est-ce qu'on fait pour trouver qu'est-ce qu'on a en commun. C'est sûr qu'on a quelque chose en commun avec chaque personne. Oui. Puis là, je suis en train de me dire, c'est-tu dans les... Je suis pas sûre que c'est dans l'épisode de podcast ou c'est dans les exercices qu'on a fait pendant le festival Burk avec Vicky. En tout cas, moi, c'est elle qui m'a amené cet exercice-là de un jeu de trouver qu'est-ce que j'ai en commun avec une autre personne, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est un point tellement intéressant parce que dans les relations humaines qui se développent, ça va toujours être présent.
inconsciemment, là, on s'en rend pas compte, mais on est toujours à la recherche de quelque chose qui va nous relier à la personne qui est devant nous, tu sais. Ah, quand on trouve enfin ce... Ben oui, moi aussi. Ah, ben oui. C'est comme ce... Ah, cette découverte-là qui fait que, tout à coup, sans qu'on s'en rende compte, on se rapproche tranquillement de cette personne-là parce qu'il y a des émotions que ça génère, parce que, bon... Alors, il y a de l'identification qui se fait, donc c'est un très bon point que tu apportes là. Puis j'ai envie aussi de faire du surf sur l'idée de la manipulation, qui est malheureusement encore une croyance de beaucoup de gens en lien avec le storytelling. Tu sais, souvent, là, juste pour partager mon point par rapport à ça, c'est, je dis souvent, comme exemple, tu sais, les armes à feu ne sont pas en soi, comment je pourrais dire, meurtrières, tu sais. C'est l'intention de la personne qui tient l'arme à feu, tu sais, qui va on peut s'en servir pour plein de façons. On peut s'en servir de bonne façon, une arme à feu dure à penser, mais oui, tout comme le storytelling, on peut l'utiliser de belle façon pour connecter profondément, de façon bienveillante avec les gens. Puis c'est plate parce que le storytelling a eu mauvaise presse, notamment en lien avec des fameuses élections et avec des candidats qui ont utilisé le storytelling pour... On s'entend pour aller chercher plus de votes. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a comme confusion par rapport à cet outil-là. Mais il y a tellement moyen d'utiliser cet outil-là de belle façon. Puis c'est d'ailleurs l'approche que je prône. Mais c'est la même chose, tu sais, avec la rédaction persuasive, avec toutes les méthodes. Tu sais, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les outils qu'on a à notre disposition, tu sais. Des gens qui font du marketing justement pour des campagnes politiques ou des anti-avortement ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, ils utilisent les mêmes outils que les gens qui font des campagnes de l'autre côté, là. Tu sais, c'est pas l'outil, le problème, c'est la façon qui est utilisée. Exact. Puis c'est l'humain derrière qui l'utilise. C'est ça. Mais j'aime ça aussi, tu sais, le point en commun, de voir comment on utilise les outils, tout ça, parce que ça me fait penser à comment, justement, tu sais, tu m'as approché pour passer sur la ligne diagonale parce que t'as utilisé un beau point commun. En tout cas, t'as su utiliser les bons mots, là. Prenez note, ceux et celles qui veulent être invités, là. Non, je t'inquiète, mais t'as dit, tu sais, tu m'as approché en disant, le storytelling, c'est une rébellion douce qui peut servir à remettre en question les normes capitalistes. Puis là, j'ai fait, faut qu'on jase. Puis, justement, je me dis, en quoi t'associes le storytelling à la rébellion? Tu sais, cet outil-là, justement, comment... j'ai comme envie juste de lancer ça et te dire, c'est quoi l'association que tu as faite dans ta tête pour l'utilisation du storytelling comme rebelle, tu sais? Hey, j'aime ça. D'après moi, c'est la première fois que ce sujet-là est abordé dans un podcast. Oh yes! Écoute, j'adore! En fait, je te dirais que je me rebelle doucement, moi personnellement, en valorisant ce que je dirais une contre-culture avec le storytelling. Une contre-culture qui est, par exemple, la valorisation de la lenteur, des connexions profondes, des relations humaines, de la définition du succès en affaires, de l'imperfection aussi, qui est totalement à l'opposé de la productivité à tout prix, la rapidité, l'hyper-performance, le volume, la perfection, puis aussi la connexion de masse. Donc, en affaires, là, cette quête de perfection, de rapidité, de volume en termes de toujours plus de contenu, toujours plus de projets, toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de prospects, toujours plus de clics, de tout ça. Donc, le storytelling, là, où il vient à contre-courant, si on veut, de ça, c'est par rapport, non pas en soi au storytelling, mais au processus qu'il demande. On s'entend? Donc, c'est-à-dire que, tu sais, dans toute cette introspection-là, que demande d'aller à la recherche de ces pépites, d'aller répondre aux questions dont j'ai parlé plus tôt, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, c'est quelque chose qui demande une certaine lenteur, une acceptation de cette lenteur-là. À travers notre passé, on va aller trouver des leçons, on va aller trouver des moments de vulnérabilité, on va aller trouver des moments où on a été imparfait, puis on l'est encore imparfait. Puis c'est ça que le storytelling valorise, c'est les défis,
j'oserais pas dire les échecs, là, mais les apprentissages, les leçons qu'on en a tirées en toute vulnérabilité pour inspirer, pour donner espoir, pour avancer avec les autres. Donc, on est vraiment dans quelque chose de totalement à l'opposé, hein? De ce que, on pourrait dire, le milieu des affaires valorise. Bon, là, je veux pas généraliser, là, c'est pas tout le monde. Puis, je trouvais que ce sujet-là, il n'y avait pas mieux que ton podcast pour en jaser parce que il y a des liens forts à faire. Donc, c'est une rébellion douce contre, je pourrais dire, cette logique de masse-là en affaires. C'est ça, c'est que la rébellion, veut pas, tu sais, ça fait partie du champ lexical un peu de la violence. On s'imagine, tu sais, des émeutes, du cassage, tu sais, c'est ça, c'est si je dis rébellion, puis je demande aux gens d'écrire des mots à quoi ça leur fait penser, on va être dans ce champ lexical-là. Puis moi aussi, tu sais, cocktail molotov, puis genre des affaires de même, mais c'est pas nécessairement ça, se On n'est pas là. C'est pour ça que le mot douce on n'est pas là. a été ajouté. Exact. Rébellion douce. C'est-à-dire que comment on résiste à ça, tu sais. Dans nos moi en fait, c'est mon approche, puis c'est ça que j'apporte au monde, en fait, à quelque part. Puis ça fait partie de mon combat aussi, là. C'est-à-dire que, de par mon service d'accompagnement, qui s'appelle Pépite d'or, entre autres, d'ailleurs, ben j'amène les entrepreneurs à cette quête de lenteur-là, à cette réflexion-là, à cette valorisation de l'imperfection-là, à cette ouverture à être davantage vulnérable, à la quête de son identité profonde, de ses propres valeurs, puis pas juste « voici ce que je fais, voici... » On est dans quelque chose de tellement plus profond. Donc, mon approche s'inscrit parfaitement dans cette philosophie-là. Puis, tu sais, en plus, je fais des liens, là, tu sais, moi, je suis une fille de campagne, j'habite dans des petits villages, tu sais, mon histoire aussi est très reliée avec ce que je propose aujourd'hui, parce que cette quête de lenteur-là, d'entraide, de réflexion, est tellement valorisée dans les petits villages ruraux, dont celui que j'habite, puis dans celui aussi que j'ai grandi. Donc, c'est comme si tout était aligné, en tout cas pour moi, d'arriver dans un monde où est-ce que ça va vite, là, hein, on le sait, ça va vite, on est dans un beat de vie effréné, les projets par-dessus les projets, les médias sociaux, le contenu, les algorithmes, ça bouge à une vitesse phénoménale. Moi, j'arrive, je te propose un accompagnement qui demande vraiment de prendre son temps, puis qui valorise la qualité plutôt que la quantité. Au niveau des connexions, au niveau du contenu, je trouve un petit peu pas à côté de la traque, là, non, au contraire, on dirait j'ai cette envie d'équilibrer les choses un peu. Voilà. Mais de partager justement souvent des histoires, des faits, ben c'est ça, des histoires, des choses qu'on a vécues qui vont un peu à l'encontre des messages les plus véhiculés, ça a un bon impact sur le long terme, tu sais. Puis j'ai comme 2 exemples que je veux partager. Tu sais, le premier, c'est moi, ça fait 2 étés que je prends 3 mois de congé, je travaille pas l'été. Puis le premier post que j'ai fait le premier été pour dire « Hey, je m'en vais en vacances pour 3 mois. » D'habitude, c'est genre 1 semaine, 2 semaines, tout ça. Je m'en vais en vacances pour 3 mois. Je travaille pas, voici ma démarche. J'ai décidé que mon temps était plus important que mon chiffre d'affaires. Est-ce que je nuis à justement combien je vais gagner dans l'année en prenant 3 mois de congé? Bien sûr que oui. Si c'est 3 mois où tu n'as pas de revenus qui rentrent, c'est sûr que tu fais moins d'argent. Là. Je veux dire, pas besoin d'avoir un doc en maths pour comprendre ça. Là. Mais, tu sais, je le fais, puis écoute, j'ai eu un engagement absolument monstrueux sur ce post-là, puis j'étais comme, mon Dieu, vous m'aimez plus quand je travaille pas que quand je travaille, finalement. Mais, tu sais, ça l'a inspiré les gens parce que ça l'a montré une vision du succès. Tu sais, le succès en entrepreneuriat, c'est pas juste de faire beaucoup d'argent, c'est aussi de faire assez d'argent pour se permettre d'être 3 mois en congé, tu sais. Ça veut dire la même chose, mais c'est raconté différemment, parce qu'on s'entend que si j'avais eu des difficultés financières avec mon entreprise pour le reste de l'année, j'aurais pas eu le fonds nécessaire pour me permettre de faire ce congé-là, tu sais. Je dis difficultés financières si j'avais pas fait les choix que j'ai faits, là, tout est dans tout un peu, là, mais... Puis je me suis engagée en disant un message qui faisait partie de mon histoire, de ma façon de voir les choses, mais qui était à l'encontre, justement, du message le plus populaire, tu sais. Puis
L'autre exemple que j'ai envie de donner, c'est les boutiques Courir, qui sont, je crois, juste à Montréal, mais qui vendent, tu sais, des souliers de course, des vêtements, de l'équipement de sport, tu sais, comme le vélo, la course à pied, des affaires comme le ski de fond, je pense, des affaires comme ça. Puis, un moment donné, ils ont fait une campagne publicitaire anti-Black Friday. Tu sais, ils ont dépensé de l'argent pour passer le message que eux autres, ils allaient être fermés ce vendredi-là, puis qu'ils faisaient pas de vente, puis que vous devriez pas acheter des bébelles que vous avez pas besoin juste parce que c'est en rabais. Puis que pour faire de la course à pied, t'as pas besoin d'avoir tout ce que t'as de besoin. Toutes des affaires fancy. Si t'as la base, t'es capable de pratiquer ce sport-là. Puis moi, je me dis, wow, tu sais, c'est... Écoute, j'étais impressionnée, tu sais, parce qu'il y a de l'énergie. Je veux dire, ils ont dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent. Ils ont engagé, tu sais, l'agence Ecomark qui ont fait ça, cette campagne-là avec eux autres. Mais ça en raconte une histoire. Puis après ça, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, tu vas faire bien plus confiance à cette marque-là parce que tu vas dire, ben, elle est de mon bord, tu sais, elle m'a dit de pas acheter des cochonneries, fait qu'elle m'en vendra pas, tu sais. Ou, fait que, de raconter une histoire qui sort justement du message, c'est payant, tu sais. Là, si je reste dans les notions, tu sais, vraiment marketing, là. J'adore tes deux exemples. J'ai envie de réagir à tes deux exemples. Le premier, le tien, personnellement. Puis on en a déjà jasé off the record, là, de ça quand tu as lancé ce message-là. Je pense que c'était sur... je sais pas, je me rappelle plus. Ou sur LinkedIn, ça se peut-tu? Je pense Instagram, LinkedIn, je sais pas. Bref. Mais ça m'avait bien gros parlé parce que je fais partie de ces personnes qui, bon, de mon côté, je ne suis pas en congé 3 mois, mais je ralentis, je réduis mes heures l'été. Puis ça, je l'ai souvent dit aussi, fait que ça me parlait beaucoup ton message, donc on en a jasé. Puis tu sais, dans le fond, cet exemple-là que tu donnes, c'est l'exemple typique d'un entrepreneur qui va raconter une transformation personnelle, en fait, une histoire personnelle qui est basée sur ses valeurs, sur ses choix de vie, puis qui va amener son audience à se poser des questions similaires sur leur propre vie. OK? C'est-à-dire que, pourquoi ça réagit comme ça? C'est parce que, en émettant ce message-là que toi, tu prenais 3 mois off l'été, ce que tu as généré comme questionnement, sûrement, les gens pourront nous le dire, mais c'est de dire, aïe, aïe, serais-tu capable de prendre 3 mois de congé, moi, l'été? Aïe, aïe, il y en a qui font ça. C'est que ça les a... C'est ça, amener une réflexion plus profonde, puis ça amène une connexion aussi bien plus profonde, parce que là, tu as sûrement peut-être, pour certains, inspiré. Bon, ça peut être une émotion que tu as générée. Tu as peut-être généré d'autres types d'émotions aussi chez d'autres personnes. Aïe, il a complètement tombé sa tête, peut-être. Mais, tu sais, ne serait-ce que avec les personnes qui trouvaient ça sûrement inspirant, tu as davantage connecté. On s'entend? Et c'est ce qui s'est passé avec toi et moi, d'ailleurs, aussi, en lien avec ça. Parce que là, je t'ai écrit, puis je t'ai dit, waouh, tu sais, moi, j'aspire à ça, tu sais. Là, je réduis, mais je trouve ça incroyable parce que pour moi, le temps, c'est tellement une priorité dans ma vie, tu sais. J'aspire à ça. Bref. Donc ça, c'est une première chose. Puis l'autre exemple que tu donnes, c'est drôle parce que tu parles du Black Friday. Bon, là, on enregistre justement à une semaine du Black Friday, là, fait qu'on est à fond dedans. C'est vrai. On dirait que ces messages-là sont à fond. Puis c'est drôle parce que c'est mon épisode de podcast, justement, qui sort aujourd'hui sur le storytelling en période de Black Friday, comment se démarquer, comment... Bon, puis je donne des exemples, justement. Puis toi, l'exemple que tu donnes donc, est franchement intéressant. À la date d'enregistrement et non pas à la date de publication. Fait que d'après moi, il va être déjà sorti. Donc, vous irez l'écouter. Je mettrai le lien dans les choses. Il va être déjà sorti. Je pensais pas promouvoir mon épisode, là, mais parce que tu parles du Black Friday, justement. C'est intéressant, puis on en voit peu. On en voit peu, je trouve. Puis c'est d'ailleurs un peu de ça que je parle dans mon épisode. C'est que les exemples d'entreprises ou de solopreneurs qui vont utiliser, disons, cette période de l'année de rabais pour raconter leur histoire puis de l'intégrer dans leur histoire sont peu. J'ai 3 bons exemples, vous irez écouter mon épisode, 3 bons exemples d'entreprises québécoises qui le font de belle façon, mais c'est dur de trouver des exemples. C'est dur de trouver des exemples parce que c'est la course folle au rabais. On dirait que c'est la seule et unique façon de s'inscrire, on dirait, dans cet événement-là, mais non. Il y a des exemples d'entreprises québécoises qui se démarquent avec un bon storytelling, qui nous permet de connecter davantage, puis qui s'inscrivent dans cette course folle-là des rabais. Donc, c'est ça, j'ai hâte de vous en parler. Ah, ben là, je vais mettre le lien dans les show notes pour que vous voyez
Vous alliez écouter ça. C'est un épisode Puis, en soi, hein, fait que je m'arrête là, parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, mais ouais. Oui, non, c'est ça, exact. C'est le danger d'aller dans toutes les directions, là, faut rassembler nos idées. J'ai envie de te demander, parce que, tu sais, quand on raconte notre histoire, justement, ça peut en inspirer d'autres, comme tu dis, ça peut susciter plein d'émotions. Des fois, ça va susciter les émotions qui sont pas celles qu'on avait espérées. Moi, ce qui me fait peur, je parle, justement, on parle de, tu sais, vulnérabilité, etc., tu sais, moi, j'ai peur des fois quand je raconte des histoires comme mon 3 mois de congé ou des choses comme ça, tu sais, que ça l'envoie le message de si tu veux, tu peux. Le fameux message qui est un petit peu toxique, de dire comme si quelqu'un d'autre fait ça, ben toi aussi, tu peux. Puis, je me dis, comment on peut tomber justement dans la nuance sans tout le temps écrire des romans pis tout ça, parce qu'il y a tellement tout le temps des nuances pour tout et partout, que tu sais, si on commence à tout énumérer les mais si, mais parce que, mais faut penser que, mais fais attention à, tu sais, on n'en finira jamais, là. Est-ce que nécessairement de raconter une histoire de moi je fais ça dans ma vie, ça l'envoie le message de toi aussi tu peux? Tu sais, mais de façon un peu comme whack, là. C'est tellement une bonne question que tu mais poses là. Ça vient d'apparaître dans dans ma tête en discutant. Puis tu sais, j'ai envie avant de répondre à ta question, parce que j'y réfléchis, je t'avoue, mais j'ai envie juste d'apporter une nuance justement au fait que quand tu dis, est-ce que quand t'écris, tu sais, quand tu dis ça, parce que toi et moi, je le sais que c'est je pense, en tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, notre format, notre médium préféré, là, l'écriture, hein, bien sûr. Ouais. Moi aussi, la rédaction, ça fait partie vraiment de... J'ai comme une force, un talent naturel en rédaction. Mais je veux juste dire que le storytelling, c'est pas que en rédaction non plus. Bon, juste cette précision-là, parce qu'on l'associe souvent. Puis des fois, il y en a qui vont faire de l'association avec le copywriting d'ailleurs aussi. Le storytelling peut très bien se faire à l'audio, en vidéo, en podcast, tu sais, c'est-à-dire qu'on peut partager aussi de cette façon-là. C'est peut-être plus facile, je sais pas, d'apporter ces nuances-là peut-être à l'oral, tu sais, de préciser notre pensée, que ça soit un petit peu moins long à l'écrit. Mais c'est une très bonne question que tu me poses là. Est-ce que ça encourage disons, pas un climat toxique, mais des pensées peut-être toxiques? J'ai envie de dire que quand on fait un bon storytelling qui est aligné, où est-ce qu'on a fait le travail justement de prospection, disons ça, où on a trouvé toutes les réponses à notre récit fondateur, j'ai l'impression que quand les gens rentrent dans un univers où est-ce que notre récit est vraiment solide, j'ai l'impression que peut-être ces messages-là ont moins lieu d'être, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus clair dans quoi on entre, tu sais. Tu sais, par exemple, là, des fois, on jase entre entrepreneurs, puis il y a des gens qui vont raconter quelque chose sur un entrepreneur, puis tu sais, ça m'arrive des fois de faire comme « Ah, mais moi, je penserais pas que c'est ça que ça voulait dire, tu sais, pour être rentré vraiment dans son univers, pour consommer vraiment ses épisodes de podcast, pour la suivre, là, depuis ses débuts. Pour vrai, je serais surprise que ça soit ça, parce que quand on la connaît bien, c'est plutôt tel truc. Tu sais, c'est-à-dire que quand on crée vraiment un univers à notre image, puis qu'on intègre le storytelling là-dedans, je pense qu'il y a peut-être moins de confusion, moins de flou sur notre message. C'est-à-dire que ça apporte de la clarté, nécessairement. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais... Mais c'est vrai que, tu sais... Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'est pas non plus responsable de comment les messages sont reçus. C'est tout le temps ça aussi, tu sais, quand tu énonces quelque chose, tu racontes quelque chose, tu peux pas savoir, tu sais, dans quel état d'esprit l'autre personne à l'autre bout qui va recevoir ce message-là est, comment ça va sa journée. Peut-être que c'est juste pas une bonne journée pour, tu sais, puis qu'elle aurait reçu ce message-là une autre journée, puis ça serait mieux passé ou quoi que ce soit. Peut-être que ça trigger quelque chose de son passé, quelque chose qu'elle a vécu, peut-être que ça trigger de la jalousie, peut-être que ça trigger de l'envie. On le sait pas, fait que tu sais, j'essaie de pratiquer le lâcher-prise, mais en tout cas, on n'avait pas comme préparé cette question-là ensemble pour l'entrevue, mais ça m'a fait penser à ça, puis j'avais envie d'aborder, tu sais... je pense qu'il faut garder une autonomie sur nos émotions, tu sais, justement, les émotions qu'on ressent, puis d'essayer de s'introspecter, de voir comment est-ce que ça... Pourquoi est-ce qu'on se sent comme on se sent, puis est-ce que c'est vraiment de la faute de l'autre ou c'est en lien avec notre histoire, justement, hein, les choses qu'on a déjà vécues.
Puis en tant que personne qui partage notre histoire, ben, tu sais, peut-être aussi d'être des fois dans la nuance ou d'expliquer le pourquoi des choses. Tu sais, moi, j'essaye, justement, je donnais mon fameux exemple de 3 mois de congé, mais tu sais, j'essaye de dire comme, mais attends un peu, là, tu sais, j'ai pas d'enfant. Tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'animal de compagnie. Fait que déjà, je paye juste pour ma propre survie, là. Ça l'aide un budget, tu sais. Puis, tu sais, j'étais en appartement à ce moment-là, etc. Est-ce que cette année, avec ma maison, je vais faire encore ça? Je le sais pas. Je vais voir, je verrai comment ça va, puis etc. Mais tu sais, de tout le temps dire comme, voici ce qui me permet d'avoir fait ça. Mais en tout cas, chacun sa façon de raconter ses histoires, mais tu sais, je pense que c'est important d'avoir quand même une introspection par rapport à ça. Mais t'apportes un bon point, tu sais. C'est vrai qu'on analyse notre vie. En fait, c'est pas ça que je veux dire. On analyse la vie des autres par rapport à notre propre vie. Ça, c'est sûr. Mais certain. Par rapport à nos propres lunettes, évidemment, tu sais. Donc, c'est vrai, tu sais, quand tu dis, je sais pas comment la personne, cette journée-là, elle se sentait, qu'est-ce qu'elle vivait dans sa vie, ça a tout un impact sur une réception de messages. C'est vrai, j'y crois moi aussi, tu sais. Puis ça, ben effectivement, on n'a pas le contrôle, tu sais. Puis d'un autre côté, ben, quand on raconte nos histoires, quand on fait le travail pour bien les raconter, pour que ça génère du sens chez soi et chez les autres, ben on apporte cette clarté-là, tu sais. Tu sais, moi, quand tu as partagé ce message-là, l'exemple du congé, là, durant l'été, ben j'ai pas eu tous ces questionnements-là parce que je te suis, je suis dans ton univers, puis je le sais que t'as pas d'enfants, puis je le sais que t'as pas d'animaux, puis je le sais que t'habitais dans un appartement à ce moment-là à Montréal, mais là t'as déménagé. Mais tu sais, c'est-à-dire que quand on se raconte de la belle façon, ben ça permet de mettre les pièces du casse-tête aussi aux bons endroits, puis ça nous permet aussi, tu sais, d'aligner tout ça. C'est sûr que si t'avais pitché ça, puis que sans rien d'autre, puis tu t'étais jamais raconté dans ton contenu, sûrement que ça aurait peut-être généré sûrement un résultat différent. Je serais curieuse. Bon, on le saura jamais, mais t'es quelqu'un qui... On saura pas. c'est ça, qui partage bien son univers. Tu sais, t'as un univers bien à toi, puis on rentre dedans, tu sais, ou pas, puis c'est correct aussi, tu sais, c'est ça. Mais oui. Ouais. Est-ce que tu dis, tu sais, moi j'ai un univers que je me raconte, c'est toi aussi. D'ailleurs, hey, j'invite les gens, je vais mettre aussi le lien dans les show notes de l'épisode, mais allez lire ta page Mon Histoire, qui est ta page à propos sur ton sur ton site web, justement. Puis j'ai vraiment, je l'ai lu du début à la fin et vraiment c'était intéressant. Fait que si vous voulez un bon exemple de storytelling et un bon exemple de page à propos aussi, je vais mettre le lien. C'était un bémol, fallait que je... Tu me fais penser justement que j'ai sur ma to-do list de rajouter des histoires que j'ai rédigées aussi pour d'autres entrepreneurs comme portfolio. Oui, là, portfolio. Je suis rendue là justement pour donner une idée aux gens de c'est quoi un récit fondateur, quelle forme ça peut prendre, à quoi ça ressemble, tu sais. Donc j'en ai rédigé plusieurs, donc c'est ça, là, je suis rendue là, c'est ma prochaine étape. Yes. Je me mets au challenge de le faire pour que quand ton épisode sera sorti. Et puis là, le countdown est parti. Exact. Mais je voulais savoir justement, là, tu sais, nous, peut-être que les gens se disent, ben oui, mais vous êtes rédactrice, là, tu sais, c'est facile. Est-ce que tu penses que tout le monde a quelque chose à raconter? Ah, tout le monde a quelque chose à raconter sans aucune hésitation. Tout le monde a une histoire à raconter et toutes les histoires valent la peine d'être racontées. Ça, c'est super important. Puis tu sais, souvent les gens vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai rien vécu d'extraordinaire. Ma vie est banale. À la limite, des fois, j'entends « Ouais, mais j'ai une vie plate. » Tu sais? Puis souvent, moi, dans ce temps-là, je suis toujours là. C'est les mêmes personnes que... c'est les mêmes personnes que tu leur demandes, justement « Ah, puis quoi de neuf? » Ils sont comme « Bah, rien. » Comme si... Ils disent « Ben, rien de neuf. Ouais. Puis dans le fond, en jasant, tu te rends compte que, ben là, t'as fait ça, t'es allé voir ci, t'as parlé avec telle personne, tu te rends compte, mais faut que tu grattes, tu sais. Oui, de leur regard à eux, c'est comme si c'était pas si extraordinaire que ça. Puis tu sais, comme si notre histoire prenait de la valeur juste quand on a vécu des choses assez incroyables, style, on a monté l'Everest, on a vécu une attaque de requin. Je donne toujours ces exemples-là, mais tu sais, pourtant... Quand on vit des choses assez extraordinaires que peu de gens vivent, c'est difficile là, de s'identifier à ça aussi. Faut pas l'oublier. Donc, les vies banales et plates, comme certains vont dire, c'est les meilleures histoires parce que c'est ce que les gens vivent, là. Tu sais, je veux dire, c'est plus facile, c'est plus relatable aussi. Donc, faut pas l'oublier ça. Puis souvent, j'aime tellement ça quand, à la fin de l'expérience Pépite d'or, avec mes clients, quand ça arrive, là, c'est le fun, là, c'est-à-dire de faire voir leur histoire sous un autre regard,
Hmm. Pas un regard faux, un regard très authentique de ce qui s'est passé pour vrai, mais c'est-à-dire de voir les lumières s'allumer dans les yeux, de faire comme ah, yoï, je viens de comprendre C'est de comme quoi si là. il ou elle se redécouvre Oui, c'est elle-même, là, un tu sais. outil de connaissance de soi, le processus que je propose là, c'est-à-dire que on va aller puiser dans son passé, puis tu sais, on va aller redécouvrir qui on est, on va aller se définir, toutes des choses que la vitesse et le beat effréné de la vie nous incite pas à faire, Hmm. s'asseoir tranquille puis faire ce travail-là qui est tellement nécessaire et qui apporte tellement d'alignement et de clarté dans notre message ensuite pour les entrepreneurs. Ça vient comme relier tout le reste. C'est souvent ça qu'on me dit. Quelle prise de conscience! On dirait que j'avais pas pensé que Ouais. faire ça, ça allait aligner mon message ensuite, ça allait faire du sens, ça allait enlever cette confusion ou ce flou-là autour de ce que je fais. Et là, on va aller vraiment plus puiser profondément. Donc, c'est ça, les histoires les plus banales sont les meilleures en storytelling, en fait. Mm. Mais c'est vrai, puis en plus, ben, il y a la notion de justement, tu peux te rattacher plus facilement à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, tu as des points en commun, justement, on revient au fameux point en commun. Puis comme tu dis, la notion d'introspection, tu sais, d'apprendre à se redécouvrir, moi, ça me fait penser, tu sais, en thérapie, ma psy, tu sais, il y a souvent quelque chose qu'elle fait que je trouve tout le temps pertinent, puis je découvre toujours des choses sur moi. Tu sais, mettons que j'arrive avec une frustration par rapport à une situation ou quelque chose, puis elle va me dire comme, mais à quoi cette situation-là te fait penser que tu as déjà vécu dans le passé, tu sais? Puis là, tu fais comme, ah oui, il me semble que j'avais filé exactement de la même façon quand telle affaire, telle affaire. Puis elle fait, ben, tu sais, voilà le lien entre les deux. Voilà pourquoi tu trouves que tu réagis trop par rapport à cette situation-là, mais tu sais, tu vas pas réagir exactement par rapport à ça. Dans le fond, c'est relié à tout ça. Puis c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le même travail en storytelling, tu sais, de faire des liens de pourquoi tu agis comme ça maintenant, mais ça vient de son histoire, ça vient de telle chose que tu as vécu dans le passé, tu sais. Tout à fait. Si j'aime le Ouais. parallèle que tu fais, pis c'est drôle, ça me fait penser à ce qu'une cliente m'a déjà dit. Elle m'a déjà dit, hey, écoute, je ne pensais pas que cette expérience-là était une expérience d'ailleurs, et ça a eu un Hmm. effet thérapeutique sur ma vision de Ben, ce que j'ai ben voilà. vécu. Donc ça, c'est une chose. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis une thérapeute, que Pépite d'or a Non, un non, 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 effet non. guérisseur, là, pas du Non, tout, non. on s'entend, OK? Mais pour certaines personnes, ça peut aller jusque-là. Ça permet justement de faire des liens, d'expliquer le présent de par ce qu'on a vécu dans le Mhm. passé. C'est tellement révélateur, puis c'est tellement puissant l'impact que ça peut avoir de faire ça. C'est... Puis le sentiment que ça procure, là je reviens aux sentiments et aux émotions, mais que ça Ben oui. procure quand on a enfin comme trouvé la réponse, on dirait, tu sais, on a enfin Ouais. trouvé, wow, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que il y a plein d'outils de connaissance de soi qui sont très populaires en entrepreneuriat. Je pourrais penser au Human Design, par Ah exemple, oui. hein, qui est très Mais populaire, oui. qu'on aime beaucoup parce que ça vient nous aider à mieux se connaître, à apprendre nos forces, nos faiblesses, sur quoi focusser, comment notre fonctionnement interne. Ben, le storytelling est très relié à ça. C'est aussi un outil de connaissance de soi, mais on va aller expliquer, on va aller s'expliquer dans le présent par rapport à notre passé. Donc, c'est ça l'approche. C'est sûr que c'est une approche unique là, que j'apporte aussi, tu sais. C'est pas tout le monde qui a cette approche-là, mais je trouve que elle a un impact vraiment plus puissant que juste comme je vais t'aider à rédiger des anecdotes intéressantes pour impacter ton audience sur le fly, tu sais. C'est plus profond que ça, c'est plus loin que ça. C'est la recherche de sens, c'est de trouver pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est le why, c'est le sens, puis tout ça, tu sais. Voilà, c'est le cœur du storytelling, tu le Ouais. dis, exactement. Pour, euh, pour terminer l'épisode, j'ai envie peut-être de te demander, est-ce que tu as une façon, tu sais, pour les gens qui sont encore peut-être un peu timides par rapport à raconter leur histoire, à dire quelque chose sur leur vie, qui est peut-être un petit peu plus personnel, est-ce que tu aurais, tu sais, des petites astuces, c'est vraiment facile là, à mettre en place pour partir de quelqu'un tu sais, qui a besoin d'un petit coup de pouce là, pour mettre ça en place? Hmm. Mettre ça en place, ben, moi j'ai envie de dire de prendre ça une bouchée à la fois, premièrement, parce que quand on regarde le projet, là, ça peut sembler Oui, oui. épeurant, on sait pas trop par où Ouais. commencer, c'est gros, là je viens de dire en plus qu'il fallait s'introspecter puis prendre son temps, là, bon, mais sinon, le prendre une bouchée à la fois, puis souvent, l'exercice que moi je fais faire, là, en formation, parce que je donne de la formation aussi,
aux organisations, aux entreprises, avec des entrepreneurs qui sont membres, bon, bref, à des chambres de commerce, par exemple. Je leur dis toujours, OK, tu sais, on a tous, ou presque, notre fameuse liste de valeurs. Tu sais, souvent, là, quand on se lance en affaires, dans notre plan d'affaires, ou à un moment donné, dans ce processus-là, on va avoir à trouver nos fameuses valeurs. Puis malheureusement, ces valeurs-là sont souvent placardées, soit dans une entreprise, écrit au mur, ou écrit sur un site web. Nos valeurs sont la liste d'épicerie, tac, 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 tac. Puis on retrouve souvent des valeurs très génériques, là, comme le respect, honnêteté, bien évidemment. Honnêteté, bienveillance. Tu viens de nommer les 3 les plus souvent nommés. C'est ça. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer un exercice quand même simple, c'est-à-dire pour démarrer. C'est-à-dire, prenez cette fameuse liste de valeurs-là que vous avez sûrement au fond du tiroir ou qui est tablettée, là, puis allez un petit peu plus loin. À quel moment, à quel événement de votre passé, de votre vie, cette valeur-là s'est révélée davantage, a été au cœur de cet événement-là. Puis si c'est trop difficile de faire ce lien-là, je pose la question à l'envers, donc c'est-à-dire, quel moment de vie t'as trouvé tough là, dans ton passé? Là? Quel défi t'as vécu? Là? OK, que ça t'a shaké? Puis quelle valeur c'est venu shaker, justement? C'est venu confronter? Souvent, on trouve des valeurs comme ça qu'on n'avait pas sur notre liste, sur cette fameuse liste-là. Ouais, parce que c'est venu confronter une valeur qu'on a à cœur. Donc, c'est souvent une façon inverse d'aller le travailler. Et là, ben, à ce moment-là, on va aller faire des liens entre nos valeurs puis qu'est-ce qu'on a vécu pour aller générer du sens, puis aller plus profondément que juste « ma liste de valeurs est tac, tac, tac ». Puis le but, c'est pas de dire nos valeurs aussi. Hein? Ça, c'est une façon de penser aussi que je vous invite là, à réfléchir, c'est-à-dire, c'est pas de dire « voici ma valeur », l'authenticité, puis de le placarder tout bord, tout côté. C'est plutôt de le faire transpirer dans votre récit, dans votre histoire, dans vos moments de vie, pour que les gens le ressentent sans que vous ayez besoin de le nommer. On dit pas, on montre, c'est-à-dire on fait ressentir. Dans le cas du storytelling, c'est ça. On dit pas, on fait ressentir. C'est plus ça. Puis il y a une citation que j'adore, qui me suit depuis longtemps, qui résume très bien ce que je viens de dire. C'est la citation de Maya Angelou. Peut-être que tu la connais, Annie. C'est la citation qui dit « Les gens se rappelleront pas ce que tu as dit ou ce que tu as fait, mais vont toujours se rappeler comment ils se sentaient à tes côtés. » Ou en consommant ton contenu, on pourrait l'extrapoler de cette façon-là. Donc, c'est le pouvoir des émotions, finalement. Donc, les valeurs, à quoi tu peux les relier? Fais cet exercice-là. Prends une de tes valeurs, puis dis-toi, OK, à quoi je peux le relier pour que ça ait plus d'impact, plus de sens? Puis c'était cet événement-là que tu pourrais raconter potentiellement dans ton contenu. Bon, voilà, c'est un premier pas. Ouais. Mais c'est vraiment un bon premier pas. Je pense que c'est accessible à tous et à toutes. Donc, prenez vos valeurs. Comment est-ce que vous pouvez rattacher ça à un événement du passé et comment est-ce que vous l'appliquez dans le présent, dans vos pratiques entrepreneuriales? Un excellent exercice. Je pense que si jamais vous travaillez avec des copywriters, ça va les aider pas mal dans leur rédaction. Ouais, exact. Puis le défi après ça, tu sais, c'est de mettre au ballottage des valeurs parce que on communique pas sur 22 valeurs. T'sais, on s'entend-tu qu'on essaie de réduire ça à... Moi, je dis toujours maximum 6 parce qu'après ça, il y a un défi là, de clarté. On veut facilement associer ces valeurs-là à ton histoire, à toi, à ton entreprise. T'sais. Puis après ça, il y a un tri qui se fait parce qu'il y a sûrement des valeurs fortes que tu as qui sont peut-être associées à un événement personnel que tu n'es pas prêt encore à raconter. Faut être respectueux de ça aussi, c'est-à-dire tout n'est pas bon à raconter nécessairement. Faut que tu sois prêt aussi. C'est important, ça, parce que ça m'arrive d'accompagner des entrepreneurs qui sont pas prêts à raconter des choses. Puis c'est correct, puis il faut respecter ça. À un moment donné, peut-être qu'ils vont l'être, puis c'est pas plus grave que ça, mais il faut faire ce tri-là aussi sur ce qu'on est prêt à raconter, jusqu'où on va. Puis les valeurs viennent jouer aussi là-dedans. Donc tout ça pour vous dire qu'on évite les listes de 22 valeurs, on essaie de se recentrer à maximum 6, puis la notion aussi de « est-ce que je suis prêt à raconter ça? » Ça se peut que non. Il faut respecter ça. Le storytelling, c'est pas nécessairement de tout raconter. Ouais. Ce qui nous rend mal à l'aise, c'est pas ça non plus. Donc, voilà. Marie-Pierre, si on veut poursuivre la réflexion sur le storytelling, tout ça, où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? Écoute, mon réseau de prédilection, là, il va aller à contre-courant aussi de ce qu'on entend, c'est Facebook. Donc, là aussi, moi, tu me surprends. ouais. Ma communauté est franchement assez
assez chaude, si on veut, sur Facebook. Donc, La Voisine Storytelling sur Facebook. Sinon, je suis très active aussi sur Instagram. J'adore ce canal. Donc, La Voisine Pro sur Instagram. Finalement, ben, vous avez aussi LinkedIn. Mais là, sur LinkedIn, je me nomme par mon prénom, donc par mon nom, c'est-à-dire la voisine, pas la voisine, Marie-Pierre Lemaire. Hey, tu vois comment elle m'habite tellement, la voisine, que je la nomme tout le temps. Mais sur LinkedIn, c'est l'exception, là. C'est vraiment Marie-Pierre Lemaire, donc c'est mon nom à moi. Donc, voilà, de toute façon, il va y avoir aussi les liens dans les notes de l'épisode. Donc, vous pourrez me rejoindre facilement. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Donc, les show notes seront au slasheuse.co/75. Je vais mettre tout ce dont on a parlé, là, les liens vers les autres épisodes, le podcast de Marie-Pierre, les liens qu'elle vient de mentionner, toutes les choses qu'on a parlé, parce qu'on a jasé de pas mal d'affaires. Je vais vous mettre ça en lien des show notes. Merci énormément d'avoir été là. Puis, ben, on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode avant la pause des fêtes. Donc, à mercredi prochain. Bye! Salut! Salut!